On va demander à Gabriel Vergan d'enchaîner, puisque ce sont des problèmes complémentaires, et on posera les questions après. Donc Gabriel Vergan. Alors bonjour à tous, je me connecte. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Okay. Correctement. Bonjour à tous et tout d'abord merci de m'avoir invité pour cette session dont la thématique que je vais aborder porte sur les comportements au bloc opératoire. Je vais essayer d'améliorer ma présentation qui bloque, bon, peu importe. Comportement et les risques que ces comportements comportent sur la survenue de l'infection post-opératoire, du risque infectieux de manière générale. Alors je vais partir de la fin, qui est l'infection post-opératoire, mais ce qui précède théoriquement l'infection post-opératoire, comme ce qui vient d'être dit à plusieurs reprises, bien évidemment c'est la contamination de la plaie ou du matériel qui va être implanté. Et en fait, cette contamination de la plaie ou du matériel, elle est liée à différents facteurs. L'un d'entre eux est la performance ou la durée technique du geste réalisé par l'opérateur, l'asepsie, le maintien de l'asepsie du geste et également, d'un autre côté, la contamination de l'air qui peut être perturbée par des comportements, on va y venir juste après. Et ces deux aspects, performance, durée technique et contamination de l'air, peuvent compromettre la stérilité des instruments avec une rupture qui générera une contamination. Alors je vais essayer d'enlever tout ça. Alors, excusez-moi, j'ai mon écran qui... voilà, c'est mieux comme ça. La contamination de l'air, donc comme Delphine vient de le dire, l'air extérieur, l'air qui nous entoure, contient des particules qui peuvent être inertes, mais qui peuvent aussi être des micro-organismes, ou ces particules inertes peuvent être vecteurs de micro-organismes. Et donc ces particules, elles proviennent, lorsque l'on parle du bloc opératoire, mais ailleurs c'est également valable, des comportements des individus qui les émettent. Et lorsque vous regardez ce schéma, que beaucoup d'entre vous, j'imagine, a déjà vu, quand on est au repos, c'est notre cas à l'heure actuelle, on émet à peu près 100 000 particules par minute. En revanche, dès qu'on commence à bouger, eh bien, on émet de plus en plus de particules jusqu'à atteindre des niveaux d'émission qui sont de l'ordre de 15 000 à 30 000 particules par minute, voilà, lorsqu'on est en mouvement important. Et en fait, ce que l'on a regardé lors d'une de nos études en chirurgie orthopédique et en chirurgie cardiaque, c'est la corrélation qui peut exister entre les particules qui sont présentes dans l'air, donc émises par ces comportements, par ces mouvements, et la quantité de micro-organismes, et notamment de bactéries présentes dans l'air. Et en fait, ce que l'on voit sur la partie droite de la diapositive, c'est qu'il y a une corrélation qui est positive et significative entre les particules de petite taille et la contamination de l'air, l'aérobiocontamination évoquée par Delphine. Donc il se passe quelque chose autour de nos comportements, autour de la contamination qui est générée par nos comportements et le potentiel risque infectieux qui peut en découler. Alors lorsque l'on regarde la littérature sur la contamination de l'air par des micro-organismes, il se trouve qu'on n'a pas à l'heure actuelle d'études qui a permis de démontrer la chaîne totale de transmission du réservoir, qui peut être un individu si on parle de comportement ou d'un réservoir environnemental, vers la plaie et la survenue d'infection post-opératoire. On a simplement des schémas en fait, qui ont été décrits. Le premier, c'est que les personnels qui sont porteurs de staph coagmeg, notamment de Staphylococcus epidermidis résistant à la méticilline, disséminent dans l'air les mêmes staphylocoques. Donc on retrouve ces staph coagmeg à la fois chez des personnes présentes dans le bloc opératoire et dans l'air du bloc opératoire. Il se trouve que cette émission de staph épi dans cette étude était plus importante pour les hommes que pour les femmes. C'est anecdotique, mais voilà, c'était ce qui a été retrouvé. Deuxième schéma, deuxième étude par la même équipe d'ailleurs, l'équipe de Tallinn en Suède, en chirurgie cardiaque également, c'est
c'est qu'ils ont retrouvé des Staphylococcus aureus qui étaient génotypiquement identiques dans l'air et dans la plaie opératoire en fin de chirurgie. Ça, c'est le deuxième chaîne. Mais en revanche, on n'a jamais retrouvé des bactéries identiques chez des personnels et dans la plaie, tout simplement parce qu'aucune étude n'a essayé d'évaluer l'ensemble de cette chaîne. En revanche, on a quand même des hypothèses de plus en plus importantes sur le fait qu'un réservoir présent au bloc opératoire peut générer une contamination de plaie, voire une infection. C'est notamment l'exemple des générateurs thermiques en chirurgie cardiaque utilisés pour la CEC. Vous n'êtes pas sans savoir que ces générateurs ont fait l'objet de pas mal d'articles ces dernières années liés au fait qu'une contamination de ces réservoirs hydriques par des mycobactéries atypiques pouvait, lors de l'aérosolisation d'un montée en température, permettre une diffusion de ces mycobactéries atypiques jusqu'à 5 mètres au-delà du tank, du générateur. Et ça a d'ailleurs généré des infections post-opératoires qui s'étaient estimées entre 150 et 300 infections post-opératoires par an liées à ces histoires-là. Donc c'est pas exactement la thématique dont on parle là, c'est-à-dire le comportement, mais par analogie, on peut imaginer qu'un réservoir de micro-organismes au sein d'un bloc opératoire peut générer une contamination de la plaie et donc peut être un risque infectieux et notamment d'infection post-opératoire. Alors si on parle de la première dimension, la performance, la durée, la technique et l'asepsie, eh bien ce qui précède ou ce qui est corrélé à cette histoire-là, eh bien il y a les interactions sociales. On parlera de niveau sonore, d'interruption, de distraction ou de communication et c'est ce que je vais commencer à vous exposer. Tout d'abord l'ambiance sonore. Une première étude assez basique, qui avait pour objectif d'établir la corrélation entre un niveau sonore et l'infection post-opératoire. C'est une étude qui a été menée sur 64 gestes de hernie inguinale. Et ils ont, les auteurs, regardé la cinétique de survenue des infections post-opératoires, le niveau de décibels entre deux groupes. Le premier était le groupe désinfecté, donc 5 cas d'infection post-opératoire sur la cohorte, et le deuxième groupe était le groupe des non-infectés. Et vous voyez cette différence en termes de niveau de décibels sur le graphique, puisque vous constatez que la ligne rose correspond aux patients non infectés qui présentaient durant le geste opératoire un niveau de décibels présent inférieur au groupe désinfecté. Donc il semblerait, sur la base de cette étude, qu'il y ait quand même quelque chose autour du niveau sonore et de sa répercussion sur la performance du geste. Deuxième étude qui est, elle, méthodologiquement plus aboutie, qui avait pour objectif de voir la relation entre la communication intra-opératoire, les distractions et la survenue d'infections post-opératoires. C'est également une étude qui a été menée en chirurgie digestive, une étude observationnelle, prospective, 167 gestes de chirurgie abdominale ouverte, et qui avait comme critère d'évaluation la communication en lien avec le patient, mais également des communications sans lien avec le patient, il y avait des observations qui étaient menées, et le critère de jugement final était l'infection post-opératoire. Et ce qui a été observé dans cette étude, que je vous incite à lire, parce qu'elle est assez intéressante, eh bien, c'est le fait que d'avoir des communications en lien avec le cas était un facteur protecteur vis-à-vis de la survenue d'infections profondes du site opératoire. En revanche, le fait d'avoir des communications sans lien avec le patient durant l'intervention, et notamment durant la phase de fermeture de la plaie opératoire, était un surrisque de survenue d'infections du site opératoire superficielle. Donc les communications, sur la base de ces éléments-là, sembleraient avoir un lien assez étroit et direct sur le risque infectieux. Et lorsqu'on synthétise quelques données sur assez peu d'études finalement réalisées dans ce domaine-là, avec comme critère de jugement principal l'infection post-opératoire, on peut constater que les études présentes à l'heure actuelle sont toutes positives, c'est-à-dire qu'il est conclu que le bruit, la communication et la discipline a un impact sur le risque infectieux positif d'un point de vue statistique du terme. Et si on étend cette évaluation à d'autres critères de jugement qui peuvent être les complications au-delà de l'infection seule, eh bien, on a d'autres études qui abondent cette conclusion. Alors, les mesures d'asepsie
Donc l'habillage, l'hygiène des mains, préparation du matériel, je ne vais pas l'aborder là, puisque c'est vraiment un domaine en soi, et je vais passer à la troisième dimension, qui est la dynamique des personnels au bloc opératoire. Donc on va aborder ces différents aspects tout de suite. Donc l'ouverture des portes et la surpression, ça c'est un élément qui est assez débattu, qui est présent dans certaines recommandations, mais de manière assez évasive, on va dire, ou tout du moins ce sont des recommandations d'experts. Et bien si on regarde les ouvertures de portes et leur impact sur la cinétique, la ventilation ou la qualité de la ventilation de la salle d'intervention, ici 2 études en orthopédie, arthroplastie de hanche et de genou. Les ouvertures de portes sur cette première étude à gauche représentaient 8,5% du temps, ce qui n'est pas négligeable entre la phase d'incision et la fermeture, et avait un impact sur la pression minimale, la surpression minimale qui était observée au bloc opératoire. Et donc on a sur cette première étude quand même un faisceau d'orientation sur le fait que les portes, et c'est assez pragmatique de le penser, ont un impact sur la qualité du traitement d'air dans la salle. Deuxième étude, également en chirurgie orthopédique, l'ensemble de ces études-là, ou la grande majorité sur la contamination de l'air, ont été faits en chirurgie propre, et notamment en chirurgie orthopédique. La cinétique de pression lors d'ouverture d'une porte, en fait, l'impact, il est extrêmement rapide. Si vous prenez ce spaghetti plot, on appelle ça, eh bien, entre le moment où vous ouvrez la porte et le moment où vous voyez vraiment un impact sur la surpression, il se passe à peu près 6 secondes. Donc, dès que vous ouvrez la porte, vous avez un impact sur la surpression, mais qui finalement revient à la normale très rapidement après la fermeture. Vous voyez, à 12 secondes, à peu près, entre 12 et 14 secondes, on est revenu à un niveau de pression qui est convenable. Et en fait, la conclusion de cet article-là, c'était de dire que l'impact de l'ouverture d'une porte n'est pas forcément problématique. En revanche, ce qui est problématique, c'est d'ouvrir plusieurs portes en même temps ou d'ouvrir une porte de manière très fréquente. Où là, vous allez avoir un impact durable sur la qualité du traitement d'air dans la salle. Alors la contamination du matériel, c'est une étude parmi d'autres, mais qui me paraissait intéressante, parce que c'est une étude expérimentale, 45 boîtes stériles ouvertes en salle d'intervention. Et en fait, l'équipe qui a mené cette étude a simulé donc, 3 grandes catégories, 3 grands types de comportements, entre guillemets, ou de pratiques. Premier groupe, c'était de maintenir des boîtes ouvertes dans une salle fermée sans entrée et sortie de personnes pendant 30 minutes. Deuxième groupe, c'était d'ouvrir les boîtes avec une personne qui entrait et sortait toutes les 10 minutes. Et puis le troisième groupe, c'était d'ouvrir les boîtes, mais de les couvrir par un champ dans la salle sans circulation. Et ils ont regardé la contamination de manière quantitative ou semi-quantitative du matériel après cette durée de 30 minutes. Et ce qu'il était constaté, et même au-delà d'ailleurs, ce qui était constaté, c'est qu'à 30 minutes, vous avez 4% à peu près du matériel qui est contaminé, et plus le temps augmente, bien entendu, plus la contamination augmente de manière linéaire, et on arrive à 30% de contamination à 4 heures. Et ce qu'il était constaté, bon, bien évidemment, c'est qu'il y avait principalement du stade coagné qui était retrouvé, mais c'est que l'impact était différent en fonction des groupes, bien entendu. Et le groupe 3, vous aviez un champ qui était qui couvrait la boîte qui était ouverte, présentait un intérêt vis-à-vis de la contamination, permettait de prévenir la contamination du matériel, en comparaison des 2 autres groupes, notamment celui où une personne entrait et celui où il n'y avait pas de couverture de champ. Donc, l'air dans le bloc opératoire n'est pas dénué, bien entendu, de particules de micro-organismes, et ça ça génère des contaminations de matériel potentiel. Alors, autre étude, autre chose, les attitudes et les risques infectieux au bloc opératoire que l'on a essayé d'évaluer à travers 2 études, qu'on on appelait ARIBO, d'où attitude et risques infectieux au bloc opératoire, acronyme intéressant, bien entendu, puisque ça marque les esprits pour ceux qui ont eu l'occasion de participer à cette étude-là. C'était une étude pour la première qui était multicentrique, observationnelle, qui intégrait 10 hôpitaux dans 2 chirurgies, 2 catégories de chirurgie, la chirurgie orthopédique avec les prothèses totales de hanche-genou, et puis la chirurgie cardiaque avec les sternotomie médiane, tout simplement parce qu'elles sont reproductibles et puis qu'il y a un abord cutané sur des chirurgies qui sont propres.
Et en fait, ce que l'on a réalisé durant cette étude, ce qui était la partie innovante du projet, c'était de mener des mesures objectives via un système de vidéo tracking, c'est-à-dire des caméras dans le bloc opératoire, pour voir quels étaient les mouvements et les interactions de l'équipe opératoire durant la phase de présence du patient dans la salle d'intervention. Et ce que l'on a constaté, notamment sur les fréquences d'ouverture de porte, là vous avez les 3 phases, la phase d'entrée du patient jusqu'à l'incision, la phase d'incision-fermeture, la phase de fermeture jusqu'à la sortie du patient, à la fois en chirurgie orthopédique, ce sont les boîtes à moustaches grises, et en chirurgie cardiaque. Vous voyez qu'entre la phase d'arrivée du patient et l'incision, on a beaucoup d'ouvertures de porte, une médiane qui est de l'ordre de 40 ouvertures de porte par heure. On a une diminution durant la phase incision-fermeture et on a une réorientation après la fermeture de la plaie. Mais ça, c'est assez intuitif de le penser. Ce qui est intéressant sur cette diapositive-là ou sur ces données, c'est que finalement, on a une forte hétérogénéité de la fréquence d'ouverture de porte à la fois entre les centres, c'est-à-dire d'un hôpital à un autre, mais également au sein d'un même bloc opératoire, on a observé beaucoup d'hétérogénéité de pratiques d'ouverture de porte. Et même pour un même chirurgien, on observait des choses qui pouvaient varier. Alors, c'est pas vrai, excusez-moi. Pas pour un même chirurgien, pour une même salle d'intervention, on avait d'un geste à l'autre des différences en termes de fréquence d'ouverture de porte. Et les données qui étaient nouvelles là, pour le coup sur ce projet-là, c'était la distance parcourue par l'ensemble de l'équipe durant la phase d'incision à la phase de fermeture. Et bien, on a observé les mêmes résultats, c'est-à-dire une forte hétérogénéité de la distance parcourue par l'ensemble de l'équipe durant cette phase-là, que ce soit en orthopédie ou en chirurgie cardiaque. Et vous voyez que la distance parcourue elle variait de 1,7 km si on cumule l'ensemble des distances, jusqu'à 3 km en chirurgie cardiaque, et à peu près, un petit peu moins, l'hétérogénéité était plus forte en chirurgie orthopédique. Et donc la conclusion de cette étude-là, je passais sur le tableau qui est assez barbare, c'était de dire qu'il vaut mieux être nombreux et bouger peu qu'être peu nombreux et bouger beaucoup. En d'autres termes, le mouvement a beaucoup plus d'impact que le nombre de personnes qui est présent dans la salle d'intervention. Pourquoi ? Tout simplement, pour revenir au schéma initial, la relation entre les mouvements et l'émission de particules, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Donc à partir du moment où vous avez des gens qui commencent à bouger dans la salle d'intervention, eh bien vous avez une émission importante de particules qui est générée et qui s'ajoute à la perturbation du traitement d'air qui peut survenir lors des mouvements. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il faut être nombreux, voilà, comme on vient de le dire. Il faut bien évidemment essayer de limiter le nombre de personnes, puisque mécaniquement, moins vous avez de personnes, moins vous avez de mouvements. C'est assez simple à comprendre. Alors, pour terminer sur cette histoire-là d'ouverture de porte, c'est une étude un peu plus récente que la nôtre, qui a été publiée juste après la nôtre, en chirurgie cardiaque, où là, le critère de jugement final, c'était pas la contamination de l'air, mais l'infection du système opératoire. C'était mené par une équipe suisse à Bâle, en 2016-2017, où ils ont essayé de voir de manière, donc une étude observationnelle, quel était le lien entre les ouvertures de porte et la survenue d'infection du système opératoire en chirurgie cardiaque, par une analyse de survie. Et ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a donc un lien significatif entre l'ouverture de porte et la survenue d'infection du système opératoire, notamment sur la porte qui est la porte qui donne directement sur la salle d'intervention. Le lien ou l'association était moins évidente pour les autres portes, puisqu'il y avait un SAS qui était présent. Et donc, l'effet sur cette étude-là, qui est une étude également assez intéressante, était donc significatif de ces ouvertures de porte, ce qui a priori, la première étude a le démontré de cette manière. Et tous ces comportements, tout ce schéma à la fois des interactions sociales, des dynamiques de personnes, ça s'inscrit dans un contexte qui est plus général, à la fois organisationnel, donc je pense que vous l'avez compris, parce que ça a été évoqué par Pascal et par Delphine, et également un contexte culturel et structurel, et notamment l'architecture du bloc opératoire. Pour vous
Donc pour arriver à cette étude-là, l'ergonomie du bloc opératoire est probablement l'un des facteurs les plus importants pour limiter ces mouvements. C'est une étude ici qui était assez similaire à la nôtre. Là, l'idée, c'était pas de traquer les gens avec des capteurs sur la tête, mais de regarder des vidéos. Et en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que l'aérobiocontamination, elle était élevée dans les zones de passage importants. L'objectif, c'est d'éloigner le passage des personnes du site opératoire, de rapprocher les zones à fort passage pour éviter d'avoir des flux qui vont d'un endroit, d'une extrémité à l'autre de la salle d'intervention. C'est ce que vous voyez sur les petits traits verts ici. Vous avez l'entrée de la salle, et en fait, des personnes qui vont aller jusqu'à l'opposé de la salle d'intervention pour aller travailler. Et ça, il faut essayer, bien évidemment, de l'éviter dans la conception des nouveaux blocs opératoires. La situation du matériel dans la salle, qui est également important, et puis les contraintes visuelles et auditives, puisque lorsque l'on parle, bien évidemment, c'est plus facile d'entendre la personne quand elle est à proximité que quand elle est loin. Et donc la conclusion, elle était la même que la nôtre dans cet article-là. Il faut limiter les mouvements, et cet impact de limitation des mouvements est plus important que celui de limiter à la fois le nombre de personnes ou des entrées-sorties, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur ces deux autres aspects. Et éloigner donc les zones de mouvement du champ opératoire. Donc pour terminer, en conclusion, les aspects comportementaux, ils semblent être cruciaux pour la maîtrise du risque d'infection post-opératoire, notamment le risque d'origine exogène. À la fois les mouvements en salle d'intervention lors du geste sont très importants, ils vont être influencés à la fois par le nombre de personnes et corrélés au nombre d'entrées et sorties, il est naturel de penser ça, mais les communications sont aussi à aborder, la qualité des communications est vraiment importante, et le niveau sonore intra-opératoire, on pourra en discuter si vous le souhaitez. En termes de perspective, il faut intégrer ça dans une culture, il faut intégrer ça dans des évolutions d'organisation qui sont, à mon avis, difficilement chantables. Il va falloir les intégrer dans notre système et essayer de travailler sur ces organisations pour essayer d'optimiser les choses, les comportements. Et puis, éventuellement, c'est ce que l'on est en train d'essayer de faire. Et d'ailleurs, c'est en cours d'analyse sur un essai randomisé qui est la suite d'Aribo que je vous ai présenté, qui s'appelle Aribo 2, dont les résultats seront a priori disponibles courant 2020, où on a essayé de mettre en place un système de monitorage et de rétro-information des personnels au bloc opératoire sur leur comportement, à la fois au niveau sonore et les entrées et sorties, de voir si cet impact de feedback, d'amélioration des comportements a un impact sur la survie de complications en chirurgie orthopédique. Donc c'est un essai randomisé, près de 10 000 gestes intégrés sur 32 centres. Donc on espère qu'on va avoir des choses intéressantes à vous présenter peut-être pour une autre session de l'Académie de chirurgie. Voilà, donc beaucoup de remerciements bien entendu, parce que vous avez compris que je travaille avec pas mal de centres. Merci à ceux qui sont derrière la caméra, qui ont participé, et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup pour ces deux communications qui sont effectivement qui portent sur les mêmes problèmes. Est-ce que vous avez des questions? Alors sur YouTube, vous pouvez poser vos questions par écrit, et sur Zoom, si quelqu'un veut poser une question, il peut intervenir. Ou il peut chatter. Non? Alors, oui. Oui, viens Philippe. Philippe Marvien. Bonjour, je suis Philippe Mar. Je voudrais revenir sur la question du flux laminaire dans le traitement de l'air. Vous avez montré que la qualité de l'air qui arrive de manière laminaire est supérieure à l'air qui arrive de manière turbulente. Mais autour de l'équipe opératoire, l'air est turbulent. Est-ce que vous avez noté si le nombre d'infections est nettement différent en utilisant l'un ou l'autre de ces deux manières de traiter l'air? Vous avez montré que la qualité de l'air était meilleure avec le flux laminaire, mais vous n'avez pas précisé, je ne l'ai pas noté, si cette façon de faire diminue vraiment le nombre d'infections du site opératoire. Oui, alors, c'est bon, vous m'entendez? Attendez, oui. Oui, c'est bon. Oui. Ok.
On verra, peut-être que Gabriel va rajouter des précisions. Oui, effectivement, alors on n'a pas beaucoup d'études, en tout cas randomisées sur ces questions, d'après l'analyse de la littérature de la Société française d'hygiène hospitalière, mais en tout cas, il y a une vieille étude de l'équipe de Lidwell en 1987 qui a montré, donc par une étude randomisée cette fois-ci, justement une efficacité sur le taux d'ISO de l'introduction de ce flux laminaire pour la chirurgie orthopédique prothétique. Donc c'est apparemment l'étude de référence qui a fait que on a mis en place ce système. Il y a d'autres études qui ont été faites sur le même sujet, qui ont rapporté de façon un peu inégale cet effet sur les taux d'ISO, en tout cas les ISO profondes. Il y a des résultats assez inégaux sur les études suivantes, mais l'ASF2H précise bien que les études n'étaient pas randomisées, donc il y avait des biais, donc c'est un peu difficile de se reposer sur un nombre important d'études concernant ce résultat, mais il considère que l'étude de Lidwell avait été bien faite, et donc ça a servi depuis toutes ces années comme référence pour faire cette recommandation. Si vous voulez des chiffres précis, on pourra vous les faire passer. Je crois ils avaient diminué par 2, je crois, le taux d'ISO à l'époque. On était passé de 3,4 à 1,6 ou quelque chose comme ça. Je pourrais vous le repréciser. Peut-être peut-être ajouter. Oui, tu peux préciser, oui. Non, en fait, le problème que l'on rencontre, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, il n'y a pas d'études qui soient méthodologiquement correctes sur cette histoire-là. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est sur la chirurgie orthopédique, que la chirurgie orthopédique nécessite, si vous mettez comme critère de jugement principal d'infection du site opératoire, beaucoup d'événements. En tout cas, inclure beaucoup de gestes. Et Lidwell a mené cette étude-là avant l'introduction de l'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie ayant radicalement diminué le nombre d'infections post-opératoires, à l'heure actuelle, pour essayer d'évaluer ce genre de choses, il faudrait inclure, comme je le disais dans Haribo 2 sur les comportements, on a inclus 10 000 gestes. Ouais. Donc ça nécessite de grosses études. Et je suis pas sûr qu'on soit prêt à l'heure actuelle à mettre autant de moyens pour une étude de ce style-là. Donc il y a une revue de la littérature qui a été publiée en 2018 qui montrait qu'il n'y avait pas d'évidence sur l'impact du flux laminaire. Il y a eu dans cette revue de la littérature un certain nombre d'éléments qui disaient que le flux laminaire, quand il arrive sur le patient, il génère plein de perturbations et que finalement c'est peut-être plus délétère qu'autre chose. Il a aussi été émis que quand vous mettez un flux laminaire qui arrive sur un patient, vous avez potentiellement des difficultés de maintien de la normothermie. Donc voilà, c'est pas bien clair, toujours pas. Et je crois qu'on n'aura pas de choses très claires dans les années à venir. Donc c'est pour ça qu'on a une recommandation qui est un peu bâtarde. Sur ce que vous venez de dire, en fait, est-ce que le bon marqueur, c'est l'infection du site opératoire ou est-ce que ça pourrait pas être la colonisation de la plaie en fin d'intervention? Parce que ça, c'est quand même peut-être plus fin. Et ça nécessiterait moins de cas pour avoir des conclusions. Alors, c'est pas plus fin, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais non, parce qu'en fait, si vous prenez deux types de chirurgie, la chirurgie cardiaque, vous avez une grande proportion, qui est probablement au-delà de la moitié, où vous avez des contaminations de plaies en fin de chirurgie. La chirurgie orthopédique, de la même manière, vous avez une proportion non négligeable de contamination de plaies en fin de chirurgie. Et en fait, cette histoire de survenue de l'infection, elle n'est pas forcément complètement corrélée à la contamination de la plaie. Donc c'est pas forcément un critère de jugement qui est pertinent sur l'évaluation de ce genre de mesure. Et l'autre aspect, c'est que si vous voulez essayer de déterminer l'intérêt de ce genre de système, il faut l'ajuster sur tous les facteurs confondants. Il y en a beaucoup de facteurs qui peuvent influer sur la survenue d'une infection post-opératoire. Exactement. C'est compliqué en termes d'études, c'est vraiment compliqué. Oui, c'est le problème des études qui ont été réalisées. Oui. Je voudrais vous poser deux questions en rapport avec le lean management des blocs opératoires. Quelle est la durée de bionettoyage entre deux patients, la durée recommandée de bionettoyage entre deux patients qui sont des patients, on ne parle pas de patients porteurs de bactéries multirésistantes. Ça, c'est une première question. Et peut-être quelle est votre réflexion sur le fait que
on a de plus en plus d'anesthésistes, par exemple, qui travaillent sur plusieurs salles pour des questions de niveau d'activité et d'environnement économique. Et donc qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors oui, alors, sur le délai entre deux interventions liées au nettoyage, au bio-nettoyage, alors le bio-nettoyage, on l'a redit, hein, c'est un élément incontournable. Après, on peut essayer de réduire ce temps, alors qui est variable selon les établissements. Je crois que, et bien sûr de la configuration de la salle, mais c'est en quelques minutes. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que il y a moins de déchets produits lors de l'intervention si on fait attention à pas, par exemple, faire de salissure sur le sol trop importante. On peut gagner du temps sur le temps de bio-nettoyage. Après, ce temps de bio-nettoyage, il est un peu irréductible et il est aussi à mettre en parallèle avec le temps d'autodécontamination de la salle par le traitement d'air, hein, qui nécessite, en général, on considère qu'il faut deux CP, c'est-à-dire le temps de décontamination particulière, pour avoir pratiquement 100% d'élimination des particules présentes. Et ce temps, il est nécessaire également, il est à prendre en compte, et il recouvre à peu près le temps de bio-nettoyage. Donc, je ne sais pas si on peut le diminuer beaucoup plus que ça. Enfin, il y a plusieurs critères, en fait, qui sont à prendre en compte. Je ne sais pas à votre niveau, quels sont les infos que vous avez sur les temps de bio-nettoyage. Ma réflexion vient du fait qu'on constate qu'entre différents blocs opératoires, les pratiques sont assez différentes. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Peut-être sur les... Oui. Pour la deuxième question, donc sur la circulation des anesthésistes, oui, effectivement, ils participent à différentes interventions. L'important, quand on circule et qu'on ne peut pas faire autrement, c'est de respecter les précautions standards lors de ces circulations. Donc, il y a un certain nombre de points à respecter. Si on peut pas, je ne sais pas ce que tu en penses, Gabriel, à ce niveau-là, mais... Il me semble qu'il y a si vous voulez, il y a des entrées-sorties qui sont entre guillemets incompressibles, qu'on peut difficilement annuler. En revanche, ce que je vous ai montré, c'est que vous avez vu les fréquences, les niveaux de fréquence d'entrée-sortie, ils sont très élevés. Et on a une bonne proportion qui sont évitables. Donc, par une bonne organisation, oui. Il faut se pencher sur ces entrées-sorties qui sont évitables et essayer de restreindre celles qui ne le sont pas, bien entendu. Mais voilà, vous avez maintenant un nombre d'anesthésistes qui est globalement insuffisant, donc il faut faire avec, hein. On peut pas faire autrement.